nous sommes au Bourget, le Bourget pour bien sûr la rencontre avec les élus du Bourget pour mettre en place tous les aspects sécuritaires afin de recevoir l'année prochaine, 2015, la conférence internationale pour les climats. Vous savez, les climats, c'est quelque chose d'important pour notre humanité, pour notre planète. Voilà, donc la France a résolument pris cette décision de gérer cette affaire du climat. Vous savez, il y a la glaciation, il y a des fonds de glace, il y a les réchauffements climatiques, il y a la couche d'ozone. Tout cela, ça sera débattu ici, dans cet espace assez énorme, au Bourget. Et le ministre des Affaires étrangères va pouvoir, bien sûr, prendre corps de ce qui se passe et bien sûr voir avec le préfet de la région, afin que les choses se mettent bien en place, parce que vous savez, il y aura plus de 3 à 4 à 10 000 personnes qui vont pouvoir venir dans cet espace assez énorme et gigantesque. La mise en œuvre du dispositif sur le site, la mise en œuvre de la sécurité du site et de tout ce qui tourne autour. Puis évidemment, vu le nombre de participants, nous avons également des problématiques sur la sécurité des secteurs affectés au logement, le secteur hôtelier, les transports en commun. Donc tout ceci se met en place progressivement avec l'appui de l'ensemble des forces du ministère de l'Intérieur, qui seront les garants du bon déroulement de cette opération qui, je pense, marquera l'année 2015. Monsieur le préfet, vous attendez combien au niveau d'affluence, il y aura combien de personnes ici? Écoutez, cette question, vous la poserez au ministère des Affaires étrangères. Moi, on me dit 40 000 personnes sur l'ensemble des 3 semaines. 40 000 personnes, c'est gérable? Ça va être géré. C'est géré. Merci à vous. Allez, au revoir. D'accord, allons-y. Allons-y. Popé. Bonjour. Bonjour à tous. Ah oui, M. Ahmed est le directeur général du site d'Ipari. C'est vous qu'on va envahir? Non, qui allons vous accueillir. C'est totalement différent. Donc je vous parle 2 minutes du site. Donc d'abord je vais commencer par Vipari. Vipari est le premier acteur mondial sur une destination des 0,10 de ponts et expositions, ce qui fait que nous sommes sur l'île de France le premier acteur au monde, avec plus de 630 000 m² sur phase de ponts et expositions. Et d'ailleurs nous sommes la première destination mondiale. On accueille 2 salons, 2 congrès et des alliances. Donc le site du Bourget, qui fait 80 000 m², accueille est surtout connu par son salon international de l'espace, constitué de 5 pavillons. Il accueillera la COP pendant un certain nombre de semaines. Donc vous ne nous envahissez pas. Donc le vrai sujet va être de fabriquer le site du Bourget pour permettre d'accueillir dans les meilleures conditions la conférence mondiale du climat. Et je dirais, si possible au mieux, tant que faire se peut, je dirais d'améliorer le site en profitant de la conférence mondiale du climat pour permettre de lui faire franchir un nouveau cap et d'accueillir d'autres événements. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur le site. On va faire une petite visite. Beaucoup d'aménagements seront faits. Il faudra que ces aménagements soient le plus responsables possible. On est bien évidemment tous avec la mairie du Nil, la mairie du Bourget, je dirais, totalement partenaires sur cette opération pour essayer de faire rayonner la Seine-Saint-Denis, parce que c'est ça notre objectif,
notre objectif. Voilà, en synthèse, les quelques petits mots que je voulais faire avant la visite. Merci beaucoup. Bon, est-ce qu'on peut aller prendre un café avant? Non, non. Alors, c'est parti de faire la visite. On va faire la visite. Merci beaucoup d'être là, puis je remercie beaucoup à la fois Paris de nous accueillir et puis les élus qui sont là. Nous allons discuter ce matin en présence de la presse. L'idée de cette réunion est très simple. La France va présider au mois de décembre de l'année prochaine, 2015, ce qu'on appelle en termes techniques la COP 21 et que dans notre jargon nous appelons Paris Climat 2015, qui est la conférence mondiale qui doit permettre, si elle est un succès, de prendre des décisions pour limiter les dérèglements climatiques et l'augmentation des températures. Dans un instant, je demanderai peut-être à M. Jouzel, à M. Treux de nous redire quels sont les risques climatiques et pourquoi il est absolument nécessaire que des décisions soient prises. Ensuite, si vous le voulez bien, j'expliquerai le travail que nous avons commencé à faire pour que cette conférence soit un succès. Ensuite, je crois qu'il sera utile de donner des éléments matériels parce que nous voulons qu'il y ait une certaine exemplarité environnementale de l'événement. Il a été prévu, je pense que c'est une bonne chose, que les jeunes de différents collèges puissent participer à nos travaux. Donc une fois que nous aurons fait tout cela, eh bien on aura un débat avec les jeunes, si vous en êtes d'accord. Et puis ensuite, je ne sais pas si on a prévu un pot, j'espère. Et donc peut-être la presse aura des questions à poser et puis ce sera la fin de la matinée. Donc je disais, la France va présider cet événement qui va regrouper quoi, 20 000, 25 000 personnes? Délégués. 25 000 délégués. Délégués, proprement dit. Et puis, autour des délégués, évidemment, il y a d'autres personnes. Ça va durer, M. Guignard, qui s'occupe de tous les aspects pratiques, nous donnera des éléments, une partie du mois de décembre. Et d'ici là, il y a toute une série d'actions qu'il faut mener au plan mondial. D'ailleurs, si on a demandé au Quai d'Orsay, que je dirige, d'assumer la synthèse de tout cela, c'est parce que ça demande une action diplomatique très forte. Mais je ne peux pas y arriver si je ne suis pas épaulé par d'autres ministères qui sont présents, et que je remercie beaucoup, et puis par toute une série de spécialistes. Il faudra d'ailleurs distinguer, c'est un point auquel il faut être attentif, la France comme présidence et la France comme pays participant. Ce n'est pas exactement la même chose, parce que nous participons au sein de l'Europe, etc. Et j'ai demandé à Mme Tubiana, qui est spécialiste de ces questions, d'être ma représentante spéciale à travers
travers le monde pour pouvoir préparer ça comme il faut. Bon, je me tais. Je vais demander qui est-ce qui souhaite s'exprimer d'abord. Monsieur Jouzel, vous êtes au bout de la table, là, je vous dis. Oui. Peut-être pouvez-vous, pour ceux qui sont là, qui ne sont pas nécessairement des spécialistes, expliquer en quelques mots, d'une part, le phénomène du dérèglement climatique, gaz à effet de serre, etc. Point 1. Point 2, qu'est-ce qui risque de se passer si les actions ne sont pas menées à court terme, pour qu'on situe bien l'enjeu, pour qu'on ne se dise pas simplement, bon, il y a une réunion, c'est une réunion parmi d'autres, et essayons de la tenir le mieux possible. Donc, on vous fait confiance pour nous expliquer ça en termes que nous puissions comprendre. Merci, Monsieur le Ministre. Bonjour à tous. C'est très agréable. Merci de votre accueil sur ce site que, personnellement, je découvre. Et puis, c'est très agréable d'avoir des jeunes avec nous. Merci d'être là. Nous allons nous partager la tâche avec Hervé pour en 5 minutes un petit peu faire, disons, un tableau de ce que nous savons, vu du point de vue des spécialistes du climat. Le premier point, alors, c'est que notre climat se réchauffe depuis, alors, évidemment, c'est peut-être pas très impressionnant de dire que depuis 50 ans, le réchauffement est de l'ordre de 2 tiers de degré, 1 degré pour la France pratiquement. C'est perceptible, pas encore dangereux. Ce réchauffement, nous l'attribuons de façon quasi certaine, je dirais, aux activités humaines. Alors ces activités humaines nous conduisent à modifier la composition de l'atmosphère. À chaque fois qu'on brûle du pétrole, du charbon, du gaz naturel, aussi du bois, mais dans ce cas-là on le reconstitue, eh bien on produit du gaz carbonique, il y a des productions de méthane, à la fois à travers dans les ruminants, c'est à travers les déchets, les rizières, des productions de protoxyde d'azote. Tous ces gaz ont la propriété d'être des gaz à effet de serre, donc ils piège une partie de l'énergie que nous envoie le Soleil. Et de façon un peu simpliste, on a plus d'énergie pour chauffer notre planète, pas simplement l'atmosphère, mais beaucoup de l'océan, qu'il y a 50 ans. Et on attribue donc le réchauffement récent à ces activités humaines et non pas à des causes naturelles. Alors si le réchauffement est perceptible, mais pas encore dangereux, mais si nous poursuivons sur le rythme actuel, l'augmentation de l'effet de serre l'an dernier est pour les 3/4 liée à notre utilisation des combustibles fossiles. Le reste, donc, il y a une partie liée aux pratiques agricoles sur le méthane, le protoxyde d'azote, une partie liée à la déforestation. Si on continue sans faire attention à ce problème, eh bien, nous pourrions aller vers des réchauffements de l'ordre de 4 degrés à la fin du siècle, en moyenne globale. Donc évidemment, Hervé évoquera plus les conséquences. C'est quelque chose qu'il faut éviter de façon... je dis très souvent que la dernière période glaciaire, alors vous êtes à l'école, peut-être vous savez, il y avait déjà une période glaciaire il y a 20 000 ans, mais peut-être que 4 à 5 degrés plus froide qu'actuellement. Et ça a mis 10 000 ans pour se réchauffer. Et là, ce sont des... la vitesse du réchauffement est quelque chose d'impressionnant, puisque ce sont des choses que vos générations, les jeunes, vous d'ici la fin du siècle, c'est quelque chose que vous connaîtrez, la majorité d'entre vous certainement, ou risquez de connaître si on ne fait rien, mais c'est pas là. Ce qu'il faut faire, c'est effectivement limiter les émissions de gaz à effet de serre pour non pas garder notre climat, c'est impossible, mais disons limiter le réchauffement. Et c'est là tout l'objet de la conférence, avec cet objectif de limiter le réchauffement à long terme à 2 degrés, de façon à ce que nous puissions nous y adapter pour l'essentiel. Donc c'est un objectif ambitieux, c'est un défi. Il faut, disons, pratiquement diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre entre 2010 et 2050, voire par 3, puis continuer par la suite. C'est aussi quelque chose d'enthousiasmant. C'est un monde différent de celui vers lequel nous allons si nous continuons à nous
disons, à poursuivre notre développement de la façon largement, s'appuyant largement sur les combustibles fossiles. C'est aussi un monde tout aussi enthousiasmant. Et c'est un monde, et ce n'est pas, je terminerai ici, c'est un monde aussi dans lequel, qui peut être synonyme de développement économique. En tout cas, ce n'est pas du tout la ruine de nos économies. Hein. Je cite toujours ceci du dernier rapport du GIEC, c'est que si on va dans cette direction, il faut s'y mettre tout de suite, eh bien, on ne perdrait qu'en termes de PIB disons qu'un an tous les 30 ans, et encore ceci sans tenir compte des bénéfices liés, par exemple, à la création d'emplois, à la qualité de vie en général, qui résulterait d'une lutte contre le réchauffement climatique. Merci, M. Jouzel. M. Eutreux. Oui, mais je vais essayer de dire quelques mots supplémentaires pour insister peut-être sur les aspects de conséquences, qui sont souvent des conséquences locales. Et pour introduire ça, je voudrais peut-être ajouter une chose concernant les échelles de temps du problème. Les gaz à effet de serre que l'on met dans l'atmosphère sont des gaz à effet de serre qui restent des dizaines d'années, voire des centaines d'années. C'est-à-dire que pour les enfants qui sont là, les gaz à effet de serre que l'on injecte aujourd'hui dans l'atmosphère seront toujours là quand leurs enfants seront grands. Donc c'est quelque chose qui représente une urgence en termes de diminution et d'arrêt le plus vite possible de ces émissions, en grande partie à cause de ça, à cause de cet effet de stockage, cet effet irréversible qui est associé à tout ce qu'on fait aujourd'hui dans l'atmosphère. En même temps, il y a un autre côté du même problème, c'est que les conséquences de ces gaz à effet de serre vont être des conséquences cumulatives dans le temps, c'est-à-dire que relativement irréversibles, cumulatives dans le temps, et on va avoir au fil des décennies qui vont venir des conséquences qui vont aller croissant au fur et à mesure qu'on stocke de plus en plus de gaz à effet de serre. Alors ces conséquences, si on essaie de les envisager au niveau un peu des territoires, il y en a qu'on arrive à discerner de manière très, très simple, et puis d'autres de manière un petit peu plus compliquée. Ce qui serait simple, c'est que ça va se réchauffer partout sur les continents, sans doute un petit peu plus dans les hautes latitudes, mais partout on a un réchauffement important. Il n'y a pas de zones qui échapperont à ce réchauffement. Ce réchauffement, il a des conséquences directes sur la fonte des grands glaciers, par exemple, les grands glaciers de montagne, les grands glaciers polaires, la dilatation des océans, donc le relèvement du niveau de la mer. Il a aussi des conséquences directes sur des milieux auxquels on ne pense pas toujours. Le vivant, c'est vrai qu'on a une température interne qui est de 37 degrés. Le vivant est très lié à la température et les changements de température ont un impact très fort sur le vivant, par exemple sur la production agricole, sur il va impliquer des mutations et des déplacements d'espèces. Là où les choses deviennent un tout petit peu plus compliquées, c'est dès qu'on pense à l'eau du ciel, donc, qui sont liées au mouvement de l'atmosphère. Là, on est obligé de parler de dérèglement du système climatique. Dans la mesure où les températures vont être différentes entre les pôles et l'équateur, on aura un peu partout des circulations qui vont être différentes, mais elles sont un petit peu erratiques. Donc, on doit parler de dérèglement, on doit parler de risques, et ces risques, ce sont des risques qui peuvent être de sécheresse, qui peuvent être d'inondations, qui peuvent être de cyclones plus violents, et on devra s'y préparer d'une manière ou d'une autre. Et puis il y a aussi les milieux construits par l'homme. Je pense qu'ici on est dans un milieu très urbain. Les villes françaises vont être transférées dans des conditions qui sont celles des villes espagnoles, très souvent. Donc la manière dont l'urbain va devoir se construire devra prendre en compte ces conditions climatiques nouvelles. Voilà, donc je voudrais m'arrêter à ces quelques exemples, mais peut-être dire aussi qu'on construit à ce niveau-là quelque chose qui implique à la fois de s'adapter aux fluctuations climatiques telles qu'elles existent déjà et d'avoir un mode de développement associé à ces fluctuations climatiques naturelles, à la fois se préparer à s'adapter aux modifications climatiques supplémentaires qui seront dues aux activités humaines, et puis bien sûr tout ça va de pair au niveau de toutes les initiatives qu'on peut prendre sur un plan territorial, va de pair avec la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est toutes les facettes d'un même problème qui risquent de toucher tous les aspects de nos vies et de nos développements en termes de société. Voilà. Merci beaucoup. La presse. Ah oui, mademoiselle, vas-y.
Bonjour Monsieur le Ministre, je suis déléguée au Conseil général et je voulais vous demander, face au fléau du dérèglement climatique, à quand une réelle transition énergétique? À quand? Une réelle transition énergétique. Il y a eu un commencement de transition énergétique. Tu sais peut-être, ces derniers jours on en a parlé à la radio pas mal et dans la presse. On est en train de préparer ce qu'on appelle une loi sur la transition énergétique pour voir, bon, transition énergétique c'est un mot compliqué, mais ça veut dire comment on va faire évoluer nos productions, nos sources d'énergie pour que à la fois ce soit en accord avec l'environnement, qu'on respecte l'environnement, que ce ne soit pas trop cher, et qu'on ait une sécurité d'approvisionnement pour qu'on ne puisse pas nous couper des sources d'énergie, ce qui aurait des conséquences graves pour notre vie individuelle et collective. Donc il doit y avoir une loi sur la transition énergétique qui est en train d'être préparée par la ministre, c'est Mme Royal qui s'occupe de ça, et il va y avoir des décisions gouvernementales. Et normalement, je crois que la loi va être étudiée dans les semaines, dans les mois qui viennent. Voilà. Mais la France est assez bien placée dans ce domaine, mais elle doit continuer à faire des efforts. Nos amis de la presse ont des questions à poser, ils vont le faire, ou des observations à faire. Monsieur le ministre, la France, Roger Bongos, Agence africaine d'information, la France a pris bras-le-corps ces cas spécifiques du climat, à la lumière de ce que vous organisez. Et vous avez évoqué tout à l'heure les deux pays, les grands pollueurs, les États-Unis et la Chine, où ils ont le droit de polluer. Est-ce que vous allez négocier avec ces deux pays pour essayer de revoir en fait leur façon de gérer en fait cette forme de pollution, en fait, si on veut. Ils envoient certains éléments en Afrique pour polluer encore l'Afrique. Et la question subsidiaire, c'est concernant les trois bassins, hein, le bassin de l'Amazonie, le bassin du Congo et de l'Indonésie. Comment vous allez procéder pour protéger en fait ces bassins par rapport aux grandes multinationales qui ravagent en fait ces forêts et qui provoquent en fait, c'est les poumons qui provoquent en fait le problème que nous avons aujourd'hui? La question que vous posez montre à tous ceux qui sont là à quel point ces questions sont complexes. Et évidemment, ce n'est pas la France en tant que présidente de cette conférence qui va pouvoir résoudre tous ces problèmes. Et ça ne peut se faire par un accord international. Donc nous, notre travail, c'est d'essayer de favoriser une négociation entre tous ces pays. Chacun devra faire un pas en avant pour qu'on arrive à un compromis. Et que ce compromis aille dans le bon sens et permette justement d'aboutir à qu'il n'y ait pas d'augmentation de plus de 2 degrés de la température. En ce qui concerne l'Afrique particulièrement, je ne sais pas si vous avez ce souvenir à l'esprit, mais il y a eu un sommet à l'Élysée au mois de décembre de l'année dernière où nous avons parlé de plusieurs sujets, notamment du climat. Et nous nous sommes mis d'accord avec nos amis africains, tous les pays étaient représentés, pour que dans cette conférence, Paris Climat 2015, nous essayons d'entrer dans la conférence avec des positions communes. Quand je dis nous, c'était à la fois la France, l'Europe et l'Afrique. Parce que nous pensons que si nous sommes d'accord déjà entre nous, entre l'Europe et l'Afrique, pour dire voilà ce vers quoi on doit aller, ça va avoir un effet d'entraînement extrêmement fort, notamment vis-à-vis des États-Unis et de la Chine, qui ne pourront pas dire écoutez, l'Afrique, on la néglige. Parce que l'Afrique, tout le monde reconnaît que c'est le continent, le grand continent du futur. On ne peut pas la négliger. Et donc, si l'Afrique se met d'accord sur un objectif, avec l'Europe en particulier, ça va avoir une force d'entraînement considérable. Voilà comment nous entendons procéder. Il y a des pays en Afrique qui sont particulièrement avancés dans ce domaine. L'Éthiopie fait des choses tout à fait remarquables. D'autres pays aussi, avec des moyens qui sont souvent très limités. Et les Africains nous disent avec raison, nous, on est très peu pollueurs. Donc on ne veut pas subir les dégâts des autres. Mais si vous nous demandez des efforts, eh bien, apportez-nous des éléments de financement et des technologies.
Et c'est dans ce sens-là qu'on travaille. Voilà. Monsieur ? Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis journaliste du quotidien Jeunesse de Chine. Oui. Mes questions concernent, bien sûr, la Chine. Donc, que pensez-vous du rôle de la Chine dans la lutte contre le dérèglement climatique? Et puis, quelles sont les attentes concrètes de la France vis-à-vis de la Chine? Et puis, dernière question. Comment voyez-vous la perspective de la coopération sino-française en cette matière? Merci. La Chine joue un rôle tout à fait décisif par rapport à ces phénomènes, et elle jouera un rôle tout à fait décisif dans cette conférence de fin 2015. Pourquoi? Parce que la Chine, compte tenu de la masse de sa population et compte tenu de son type de développement, est, avec les États-Unis, l'un des deux pays qui contribue le plus au gaz à effet de serre. Et elle est consciente de cela. J'ai eu l'occasion personnellement de m'entretenir aussi bien avec le président Xi Jinping, avec le Premier ministre récemment et avec le négociateur chinois dans ces conférences. Nous étions d'ailleurs avec Laurence Tubiana dans ce séjour. Et d'une manière absolument évidente, la Chine est déterminée à agir. De toutes les manières, elle n'a pas le choix. Pour la Chine, c'est un problème sanitaire de première grandeur. Parce que vous savez, étant vous-même chinois, vous le savez encore mieux que nous, que dans certains coins de Chine, je pense à des villes comme Pékin, je pense à Nankai et à d'autres, il y a une pollution considérable et qui pose des problèmes sanitaires. C'est aussi un problème économique. Parce qu'évidemment, s'il y a des modifications à faire, la Chine est le plus grand producteur et consommateur de charbon. Ça demande des investissements énormes pour avoir des solutions alternatives. C'est un problème social parce qu'il y a dans certains coins de Chine des populations qui n'acceptent pas ce qui se passe, que ce soit la pollution des rivières, que ce soit le fait qu'on jette les déchets sans considération, que ce soit la pollution de l'air. Et donc vous avez eu même ce qu'on pourrait appeler des émeutes sociales. Et puis c'est un problème politique parce que le gouvernement, bien sûr, a mis cet objectif d'une nouvelle croissance parmi ses priorités numéro 1. Donc la Chine a commencé d'agir, mais elle sait qu'il faut agir encore davantage. Et je suis absolument convaincu que c'est la détermination des gouvernants chinois. Vous avez peut-être vu l'autre jour qu'il y a eu des échos sur lesquels la Chine envisageait, mais ça n'a pas été encore officiel, de fixer un plafond à ses propres émissions de carbone. Et lorsque le président Xi Jinping est venu en France dans sa dernière visite, ça a été un des sujets que le président de la République, d'autres ont traité avec lui, parce que nous avons beaucoup de travail à faire ensemble. D'abord, nous avons des technologies à partager, et nous nous sommes dit que nous allons préparer la conférence de 2015 ensemble, la Chine et la France, les États-Unis aussi. Parce qu'à partir du moment où la Chine et les États-Unis, comme ça semble être le cas, ont décidé vraiment de s'investir, c'est ce qui explique l'optimisme de beaucoup de spécialistes malgré les difficultés. Dans le passé, les États-Unis étaient très réticents en disant, bon écoutez, voilà, c'est comme ça. Et la Chine était moins consciente qu'aujourd'hui des problèmes posés. Si les États-Unis et la Chine, comme nous le souhaitons, décident non seulement d'agir mais d'amplifier leur action, à ce moment-là, plus aucun pays du monde ne pourra se dissimuler derrière l'inaction en disant mais moi je ne fais rien. Et donc il est capital que la Chine s'engage concrètement, comme j'en suis persuadé ses dirigeants et sa population souhaitent qu'elle le fasse. Est-ce que ce sera à l'occasion du sommet des Nations Unies du mois de septembre? Est-ce que ce sera un peu plus tard? De toutes les manières, oui, j'ai oublié de vous le dire, c'est important. À la conférence de Varsovie, qui était la COP19, tous les pays ont pris la résolution de fournir leurs engagements au plus tard au premier trimestre 2015. C'est-à-dire que nous devrions avoir au premier trimestre 2015 la liste des engagements des différents pays, de façon que nous puissions agréger tout ça et voir où on se trouve en faisant toutes les additions par rapport à l'objectif maximal de 2 degrés.
J'ajoute enfin que, et c'est pour ça que nous n'y prenons très à l'avance, si les conférences précédentes n'ont pas eu les résultats escomptés, c'est à la fois parce qu'un certain nombre de pays faisaient obstacle, et aussi parce qu'on s'y est pris très tardivement. Or, nous sommes persuadés que si on veut une négociation réussie, les choses sont tellement complexes qu'il faut s'y prendre très à l'avance. C'est pourquoi, en ce qui nous concerne, nous y prenons très à l'avance. Mais nous comptons beaucoup sur la Chine et sur la coopération franco-chinoise pour permettre la réussite de cette conférence. Et les autorités chinoises nous ont assuré qu'ils aideraient à la réussite. Qu'elles aideraient à la réussite, pardon. Madame ? Oui, bonjour. Jade Lingard de Mediapart. Dans le dernier rapport du GIEC, le résumé pour les décideurs, et plus spécifiquement le résumé pour les décideurs du groupe 3, donc le tout dernier rapport du GIEC qui a été rendu il y a quelques semaines, il est écrit que les objectifs de réduction de gaz à effet de serre qui sont sur la table pour la conférence de Paris de 2015 conduiraient à une hausse des températures comprise entre plus 2 et plus 3 degrés. C'est-à-dire que ces objectifs qui sont sur la table et qui ne sont même pas encore acceptés sont déjà extrêmement en dessous de ce qu'il faudrait faire pour éviter le dérèglement climatique et l'emballement du dérèglement climatique. Donc ma question, c'est dans ces conditions, à quoi peut réellement servir la conférence de Paris? En quoi est-ce que ce pourrait être un outil, un moment de décision vraiment efficace et pas purement du théâtre au fond? Merci. Alors, d'abord, je ferai une remarque générale. Le risque qui est principal, qui est évoqué dans le rapport du GIEC, c'est autour de 4 à 5 degrés. Et parfois même, certains disent davantage. Et donc, se fixer comme objectif 2 degrés, certains pourront dire c'est insuffisant. Mais c'est quand même, du point de vue de l'intérêt de la planète, évidemment très positif. Et on ne peut pas dire, comme c'est 2 degrés, ça ne vaut pas le coup, on ne va rien faire, et à l'arrivée, ce sera 5 degrés. Bon, ça c'est la première objectif. Première remarque. Sur l'aspect particulier du groupe 3, nos amis Jouzel et Le Treux auront peut-être quelque chose à ajouter, mais je voudrais pour ma part ajouter autre chose. La conférence de Paris se situe avec des décisions qui doivent être prises rapidement, mais avec un horizon qui en général est situé à 2030. Mais nous commençons à parler aussi, madame, de ce qu'il faudra faire à horizon 2050. En ayant à l'esprit qu'il ne faut pas seulement agir dans l'immédiat, il ne faut pas seulement agir à l'horizon 2030, mais agir aussi à l'horizon plus lointain, parce que certains objectifs qui, le cas échéant, ne pourraient pas être atteints en 2030, pourraient l'être en 2050. Bref, il ne faut pas seulement se situer à moyen terme, mais se situer à long terme. Mais cela dit, pour le rapport du GIEC, qui est sous la responsabilité des scientifiques, bien sûr, je laisse la parole à nos amis. Merci. Non, Jane Lingard a bien lu le rapport du GIEC, donc c'est tout à fait exact d'abord. Non, effectivement, il y a quand même aussi, peut-être on peut dire que dans les négociations, il y a aussi quand même 2 volets. Il y a le volet pour l'accord sur l'après 2020, mais il y a aussi un volet sur l'augmentation de l'ambition entre 2015 et 2020. Et ça fait aussi partie des négociations. Donc, mais c'est vrai que c'est quand même le long terme qui est peut-être très important. Tu veux ajouter quelque chose? On va peut-être prendre les dernières questions. Ah ben, quand je dis la dernière, du coup les mains se lèvent, alors on va le faire. Donc les 3 dernières, 4 dernières. Mesdames, allez-y. Bonjour, Aline Brachet, je suis journaliste à l'agence AEF. La France souhaite être exemplaire pour la préparation de la conférence. La France prépare une loi sur la transition énergétique. J'ai cru comprendre que les derniers jours avaient été compliqués dans la préparation de cette loi. J'ai cru comprendre que Nicolas Hulot était intervenu. Je voulais savoir si vous pouviez nous en dire plus sur le calendrier de cette loi, et est-ce que la France ne serait pas décrédibilisée du report, du retard de l'adoption
l'adoption de cette loi en vue de la conférence de Paris. Merci. Non, la France ne s'est pas décrédibilisée. Il y a eu effectivement un écho dans un journal qui paraît le dimanche, qui faisait ses titres sur cela. Et ensuite, moi je n'étais pas en France, donc j'ai simplement indirectement les informations. Je crois qu'il a été dit par la ministre compétente et par les services du Premier ministre que cette loi, elle était en train d'être préparée et qu'elle interviendrait de toutes les manières. Je ne peux pas dire à 2 semaines près à quel moment, mais elle va être proposée au Parlement et le Parlement l'examinera. Et de toutes les manières, si c'est ça votre question, parce que je comprends que c'est ça, elle interviendra bien avant la conférence de Paris. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Mais elle demande des choix compliqués, parce que quelle proportion d'énergie, quelle source d'énergie, quel financement nécessaire, comment est-ce que tout cela va se traduire dans les faits, ce sont des questions très complexes et il n'est donc pas surprenant qu'il y ait des arbitrages qui prennent un peu de temps. Mais sur le fond, je n'ai pas de doute. La loi sur la transition énergétique sera proposée par le gouvernement au Parlement et dans un délai tout à fait raisonnable. Votre voisine voulait poser aussi une question. Bonjour, Céline Serra pour l'agence France Presse. Vous avez évoqué tout à l'heure le coût d'une telle conférence. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu sur quel budget prévisionnel vous travaillez, ou au moins une fourchette si vous n'avez pas encore de chiffres très précis? Merci. Monsieur Guignard, vous pouvez donner des ordres de grandeur à ce stade? Monsieur le ministre, je pense que nous devons nous baser sur la dernière grande conférence ayant eu lieu en Europe et donc qui est comparable et qui nous donne une indication. La conférence de Copenhague a coûté 150 millions d'euros. C'est une indication que nous prenons en compte. Nous sommes actuellement en train de faire les chiffrages pour l'occupation de ce site et les dispositions qui devront être prises en matière de transport des délégués, d'aménagement du site. Et c'est donc des propositions que Monsieur le ministre vous ferez au Parlement dans quelques semaines, qui seront financées sur un programme dédié en loi de finances 2015 et 2016. Donc c'est encore un peu tôt pour prévoir, pour vous donner une réponse précise, puisque nous sommes actuellement en train de lancer le marché public pour le concept de cette conférence. C'est donc quand nous aurons tous les éléments en main que nous pourrons répondre. Merci beaucoup. Alors, allez-y, on avait encore 2 questions. Vas-y. Bonjour. Donc je suis au lycée Fénelon, qui est un lycée agricole, et donc on étudie donc notamment l'agriculture, et j'aimerais savoir ce que cette conférence va avoir un impact, quel sera son impact sur les pratiques agricoles, à savoir donc est-ce qu'on va favoriser une agriculture biologique ou extensive, ou bien si on va continuer donc à favoriser les agricultures intensives, etc., en sachant que le pétrole va s'épuiser et que donc les produits qui sont phytosanitaires, etc., n'existeront probablement plus. C'est une très bonne question qui a des implications en France et dans le monde entier. Laurence Tubiana, qui est spécialiste de ces questions. C'est une vraiment très bonne question, parce que ça vaut pour l'agriculture comme sur beaucoup d'autres activités. Hein. Comme l'a dit Jean Jouzel et Hervé Le Treut, c'est nos activités, la manière de faire qui font le problème. Donc pour l'agriculture, elle joue un rôle très important, parce que si on consomme beaucoup d'énergie, beaucoup d'intrants, comme vous le dites, ça contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Si on a une agriculture très intensive, on contribue de façon nette à ces émissions. Si au contraire on a une agriculture qui préserve le sol, toute sa fertilité, qui est capable de stocker du carbone, qui utilise beaucoup moins d'énergie, notamment de pétrole ou de produits chimiques dérivés du pétrole, et bien là on a une action positive nette. Et aujourd'hui on est en train de mettre au point
et de réfléchir un peu partout sur qu'est-ce que c'est une agriculture qui protège le climat, qui d'abord s'adapte, parce qu'il faudra qu'elle s'adapte, et qui protège le climat. Donc l'agriculture, c'est un des grands domaines dans lequel c'était pas tellement dans nos négociations climatiques il y a quelques années, et qui maintenant est en plein dans le sujet. C'est aussi lié à nos modèles d'alimentation, parce que, encore une fois, à 11 milliards de personnes d'ici 2050, on ne pourra pas se nourrir exactement comme un Américain moyen ou même nous. Et donc, c'est aussi transformer l'agriculture, mais transformer aussi notre modèle de consommation alimentaire. Et c'est très bien qu'on en parle dans les lycées agricoles, parce que vous avez beaucoup de chemin à faire dans l'agriculture française aujourd'hui. Merci. Bon, je pense que pour des raisons d'horaire, on va devoir arrêter. Je voudrais remercier en particulier les représentants de Viparis, qui est la société de gestion de ce site. Ils nous accueillent et, si j'ai bien compris, ils n'ont pas fini de nous accueillir. Donc, on veut les remercier du travail qu'on va faire ensemble. Je veux remercier beaucoup les jeunes qui ont participé à cette séance de manière très animée, la presse également, et puis nos collègues de Seine-Saint-Denis qui s'apprêtent à accueillir 195 pays et entre 40 000 et 50 000 personnes. Donc les regards vont être braqués sur la Seine-Saint-Denis et je pense que c'est une responsabilité très grande et en même temps une chance formidable. Donc à nous tous ensemble de la saisir. Voilà, merci infiniment et à très bientôt.